Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Pierre Raffarin a fait un rêve, que droite et gauche unissent leurs forces contre le chômage. Mais un mois après les régionales et la poussée du Front National, les clivages politiques ont repris leurs droits. Alors, qu'attend-il du plan emploi présenté par François Hollande demain? Que répond-il à tous ceux qui ne croient plus dans les partis et qui veulent voir des têtes nouvelles? Enfin, quelle est sa potion pour un pays qui hésite entre lassitude et morosité? J'attends vos questions que je relayerai pendant l'émission. Questions par SMS au 41 555 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. Raffarin, le mandarin, portrait signé Magali Lacrose et Joël Lefebvre. C'est politique, c'est parti. Bonjour. Ça va bien? Ça va, ça va. Je suis très content de vous retrouver. Hein. Merci beaucoup. Ni hao, ni hao. Il est chez lui, ici, Jean-Pierre Raffarin. Oui. Accueilli avec tous les honneurs par le vice-président de l'Assemblée, qui ne résiste pas à se faire tirer le portrait avec le français préféré des Chinois. Et Arson. 600 ans ici. 600 ans ici. 6 siècles. 6 siècles. 6 siècles. Hein. La dynastie Ming. Ah, ça, c'est la Chine. Hein. On a quelques racines là. 6 siècles. Hein. Merci de tout le travail qui a été fait pour la mise en place de ce grand forum. C'est sa grande obsession, le rapprochement de la France et de la Chine. Ça se fera par un partenariat entre le monde de la culture et des affaires. Même si l'économie chinoise est en pleine tempête, c'est le moment, c'est son moment. Des choses à ajouter, monsieur le Premier ministre, allez-y. Il est clair que nous allons demander le parrainage du président de la République française pour ce forum. Et je ne suis pas inquiet sur sa réponse à cette question, puisque le sujet a déjà été évoqué verbalement avec lui. Thank you. Wow, wow, wow. La voix de la France ici, Très intéressant, ça. c'est lui. Au fil de ses immersions chinoises, l'ex-premier ministre est devenu expert en art et maître de la sagesse. Il y a un poème chinois qui dit ceci: quand vous êtes très haut placé, il fait froid. Oui, oui, c'est vrai. Il faut toujours redescendre dans la France d'en bas comme dans la Chine d'en bas. Et quand il est de passage dans l'Empire du Milieu, Jean-Pierre Raffarin se recentre. Alors, rien de tel qu'une grande marche pour entrer en méditation. Il y a ici une science du temps, une connaissance du temps. C'est pas l'immédiat qui dévore. Et je pense que dans la vie politique française, il y a vraiment une passion de l'immédiat, une passion du court terme. Et que la Chine nous donne un peu cette sagesse du temps. Regardez ça. Prendre le temps de se perdre Ni hao. dans les ruelles du vieux Pékin. On se comprend pas, mais je serais presque pas capable de parler avec eux simplement par geste, par la communication non verbale, physique. Ça vous plaît la Chine? Ah ouais, c'est un autre monde. De toute façon, la Chine, c'est toujours un paradoxe. Dès que vous avez saisi une vérité, que vous croyez que vous avez découvert quelque chose, vous êtes sûr dans la semaine qui suit de découvrir le contraire. Et le contraire existe. Et si les grands paradoxes chinois permettaient à Jean-Pierre Raffarin de mieux comprendre les petites contradictions de la vie politique française? Alors, ni hao, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Bonsoir. Pour vous interroger aujourd'hui à mes côtés, Véronique Lavaux. Vous êtes à la tête d'une entreprise familiale de peinture à Niort, dans les Deux-Sèvres, une TPE avec 5 salariés. Vous avez l'impression que les politiques sont à des années-lumière de vos problèmes. Vous en parlerez tout à l'heure avec Jean-Pierre Raffarin. Nicolas Barré, vous êtes directeur de la rédaction des Échos, notre partenaire sur ces politiques. Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Et vous êtes au chevet, nous y reviendrons, d'une société française frappée par la lassitude et la morosité. Enfin, David Guèze, vous êtes avocat et vous réclamez vous aussi des primaires, mais
En dehors des partis politiques, vous avez lancé une opération sur Internet ouverte à tous avant 2017. Nous y reviendrons. Alors Jean-Pierre Raffarin, vous rentrez tout juste de Chine. Déjà, est-ce que vous êtes jet-lagué? Pas du tout, tout va bien. Bon, tout va bien. C'était très rapide. Je suis parti jeudi soir et je suis rentré ce matin. Vous avez eu le temps, du coup, de vous pencher sur la situation économique de la Chine qui inquiète. Il y a une fébrilité sur les marchés financiers en Chine. Est-ce que, du coup, vous pensez que la fièvre de l'économie chinoise est contagieuse? Je pense que tout est contagieux aujourd'hui. Les fragilités des États-Unis, le manque de croissance en Europe. Je vois qu'on peut accuser tel ou tel pays, mais au fond, aujourd'hui, on cherche la croissance et c'est encore la Chine qui a le plus de croissance. Oui, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un ralentissement de croissance très très fort, à la fois imposé par une conjoncture internationale ralentie et en même temps voulu par une réorientation. Parce que les Chinois, ils l'ont écrit, on en parlera tout à l'heure peut-être à propos du temps, il est clair qu'ils ont une vision de long terme et ils veulent changer leur modèle de croissance. Leur modèle de croissance, elle est dans le mur. Ils savent bien qu'ils sont les premiers pollueurs du monde. Ils sont venus signer la COP21 ici. Donc ils savent qu'il faut qu'ils changent leur croissance. Mais ils changent leur croissance à un moment où il y a dans le monde une crise de croissance. Donc il reste le moteur, mais c'est un moteur qui, au lieu de tourner à 12%, tourne maintenant à 6,5%. Et donc ça crée un certain nombre de difficultés. Mais n'oublions pas quand même qu'ils ont des atouts. Par exemple, leur consommation augmente tous les ans de plus que leurs revenus et plus que la croissance. Ils ont une augmentation de la consommation de 10%. Alors qu'il y a donc en Chine une croissance qui est soutenue par la consommation. Ça veut dire que ces soubresauts qu'on voit pour l'instant sur les marchés financiers ne vous inquiètent pas plus que ça? Parce que nous, ce qu'on entend en France, c'est que notre perspective de reprise, qu'on annonçait pour l'année à venir, eh bien que tout ça serait balayé par une forme de fébrilité des marchés chinois et une crise chinoise. Je ne pense pas qu'il y ait de menace mondiale à cause de la Chine. Je pense que la Chine se redressera. Mais je trouve assez paradoxal que, alors que nous avons une crise très très forte chez nous, en Europe, que nous accusions ceux qui ont de la croissance, que ce soit les États-Unis qui sont en train de redevenir avec un niveau de croissance important, et une Chine qui fait quand même 6,5% de croissance. Donc il faut aussi se poser nos questions. Les Chinois pourraient nous dire aujourd'hui, on a sauvé votre monnaie en soutenant dans la crise de la dette. C'est les Chinois qui ont en grande partie acheté la dette. Jean-Pierre Raffarin, pardonnez-moi de vous couper, c'est légitime de s'inquiéter quand on voit que les Chinois sont obligés de fermer même leur place boursière parce que les marchés s'affolent. Bien sûr, parce qu'il y a en Chine une inquiétude pour savoir jusqu'où ce ralentissement de croissance ira. Donc c'est clair qu'il y a des difficultés, c'est clair qu'il y a une crise de croissance. Ce que je veux dire, c'est que cette crise de croissance, elle est mondiale. D'accord. Et qu'en Chine, il est évident que ça crée des troubles, naturellement, mais ça crée aussi des troubles à l'extérieur, parce que beaucoup de gens comptaient sur la Chine pour leur propre croissance. Une dernière question sur l'économie. Est-ce que les Chinois mentent sur la situation réelle de la Chine et sur le taux de croissance? On dit 7% officiellement. Certains spécialistes disent qu'en réalité, on n'a pas du tout de visibilité sur ce qui se passe réellement dans l'économie chinoise. Il y a un consensus international quand même qui évalue la croissance entre 6 et 7 actuellement. Donc c'est très difficile à dire, ça, je ne peux pas vous dire. Mais disons que quand je vois la presse américaine, quand je vois ce qu'on dit à peu près partout, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est actuellement à 6 ou 7. Donc la question, c'est est-ce qu'on se stabilise à 6-7 comme le disent les Chinois, ou est-ce que c'est Vous leur faites une confiance, descente vous, aux Chinois? Moi, si vous voulez, j'observe, je ne peux pas vous dire que comme ça, ce qui va se passer l'année prochaine. Ce que je vois, c'est qu'ils ont quand même des ressorts de développement. Ils ont encore un potentiel de développement. Ils investissent dans l'innovation de manière considérable. Ils soutiennent leur consommation. Donc, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes clairs dans la régionalisation du développement. Il y a des régions qui sont encore très fragiles. Donc, il y a des occasions pour avoir des crises en Chine. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'un des moteurs du monde. Moteur du monde pour l'économie, pour la croissance, on l'a compris, on en a besoin, mais pas uniquement pour ce sujet-là, aussi pour la diplomatie. Le président chinois va rendre visite au président iranien cette semaine, alors que l'Agence internationale de l'énergie atomique, vous l'avez vu aujourd'hui, a donné son accord à la levée des sanctions économiques contre l'Iran. Est-ce que vous êtes de ceux qui sont enthousiastes aujourd'hui pour ce changement de cap promis, en tout cas économique, promis pour l'Iran, ou est-ce que vous avez une inquiétude ? Je ne suis pas enthousiaste, mais je suis plutôt satisfait de voir que l'Iran retrouve sa place au premier rang des nations du monde. Je trouve d'ailleurs que le président chinois, sur ce sujet-là, fait quelque chose que j'aurais souhaité que la France fasse.
parce qu'il va aussi en Arabie Saoudite. Ouais. C'est-à-dire qu'il se positionne pour essayer d'apaiser cette tension très inquiétante et très préoccupante. La France pourrait le faire ? Il y a 2 pays qui peuvent faire ça. La Chine, mais la France, qui a de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, est en train de construire de bonnes relations, puisque le président Rouhani vient prochainement en France. La France a une situation aujourd'hui où elle peut parler avec l'Arabie Saoudite, où elle peut parler aussi avec l'Iran. Les Chinois en ont profité pour faire une initiative diplomatique internationale. C'est une stratégie que le président Xi Jinping a développée. Il est allé à l'Assemblée générale de l'ONU. Il a annoncé un grand financement important, plus d'$1 milliard pour l'ONU, pour soutenir l'action multilatérale. On voit que là, il y a une offensive diplomatique chinoise pour mettre la diplomatie au niveau de son économie, c'est-à-dire parmi les premières du monde. Est-ce qu'il y a une préoccupation chinoise sur ce qui est en train de se passer en Corée du Nord, avec les essais sur l'arme atomique nucléaire de Kim Jong-un? Je le pense, oui. Je pense que les Chinois sont préoccupés et je souhaite que les Chinois puissent être une force d'apaisement dans ce conflit. Parce que si les Chinois ne sont pas une force d'apaisement, je ne vois pas qui pourra apaiser cette situation qui est là aussi dangereuse. Le monde aujourd'hui est très très dangereux. Les Chinois se battent pour une forme de stabilité et je crois que c'est utile qu'on recherche entre l'Arabie Saoudite et l'Iran un certain apaisement. Bon, vous êtes rentré de Chine, là, cette fois. Oui. La problématique en France, c'est l'emploi. Vous avez proposé un pacte républicain sur l'emploi au lendemain des régionales pour faire baisser le chômage. Manuel Valls, à l'époque, avait dit « chiche ». Qui vous a lâché, la droite ou la gauche, François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Je pense que le président de la République a arbitré après le relatif succès du Front National aux élections régionales. Il a arbitré pour une action sur la sécurité et notamment pour la recherche d'un consensus national autour du thème de la déchéance de nationalité. Visiblement, c'est sa priorité, c'est ce qu'il a annoncé au Congrès. Tout se passe comme si on faisait du château de Versailles le lieu névralgique de la lutte contre le terrorisme. Pour moi, je pense qu'il y a un grand changement aujourd'hui. Avant, quand la gauche avait de mauvais résultats, ça profitait à la droite. Quand la droite avait de mauvais résultats, ça profitait à la gauche. Et on disait, si ça va mal pour eux, ça ira bien pour nous. Aujourd'hui, si ça va mal pour eux, ça ira bien pour le Front National. C'est pour ça que moi je crois que les Français ne pensent pas que la politique soit efficace, que la politique soit puissante. Donc je crois qu'il faut que la politique, l'opposition comme la majorité, doivent montrer que sur l'emploi, ils sont capables d'agir. Car je pense que depuis le début, on ne fait pas ce qu'il faut pour l'emploi. On va y revenir sur l'emploi, mais sur cette question précise du pacte républicain pour l'emploi, est-ce que vous avez eu une réponse, des propositions, une main tendue, quelque chose de concret de la part du Premier ministre ou du Président de la République? Visiblement, de ce point de vue-là, vu de l'extérieur, je crois que la ligne Hollande l'a emporté sur la ligne Valls. Ça veut dire? Ça veut dire que M. Valls me semblait ouvert à une discussion qui mettait l'emploi au cœur de l'urgence, urgence pour la sécurité, mais urgence aussi sociale, et qu'on faisait de l'emploi la priorité. Le président a arbitré autre chose. Il a fait de la déchéance de nationalité et de la réforme de la Constitution la priorité. Moi, je pense que ce n'est pas la Constitution qui va créer des emplois. Ce n'est pas la Constitution qui va rassembler le pays pour donner à la politique ce qui lui manque, c'est-à-dire de l'efficacité. Et du concret. Et vous allez pouvoir en parler avec Véronique Laveau. Alors, vous êtes à la tête, je l'ai dit, d'une entreprise de peinture à Niort, dans les Deux-Sèvres. Vous avez 5 salariés. Vous avez pris la suite de votre père. Il paraît que vous étiez toujours ressenti à l'aise sur les chantiers. Ah, je suis toujours... Comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. C'est ça, et vous y êtes restée. Voilà. Bon, à l'époque, c'était un peu plus facile, quand c'était votre papa qui était aux manettes. On va y venir, puisque Gladys Lafitte et Pierre Dehorne vous ont suivi sur le terrain, sur les chantiers. Bonjour Ludo, ça va? Très bien, et vous? Ça se termine? Ça se termine. Depuis 2003, Véronique Laveau est à la tête de l'une des 6000 très petites entreprises des Deux-Sèvres. Son créneau, c'est le bâtiment, un milieu concurrentiel et sujet aux variations de la météo. Son angoisse, occuper ses 4 salariés et son apprenti toute l'année. De toute façon, vous finissez ça, après vous rangez tout et puis lundi c'est à recette. Les charges de personnel, c'est 50% de son chiffre d'affaires et une lourdeur administrative qui lui prend un tiers de son temps. Écoutez, je ne sais pas si vous pouvez arriver à avoir assurance, j'ai un gros dossier assurance, la TVA, l'URSSAF, la caisse de congés payés, l'apprentissage.
dossier d'intérim, là c'est la médecine du travail, le dossier du RSI, dont on entend bien parler, où je suis adhérente. Hein. Bien évidemment, les impôts, la formation continue, j'en passe, c'est des meilleurs, quoi. Des complexités nouvelles que son père n'avait pas quand il dirigeait la société. Il y a 20 ans, j'étais plus à l'extérieur, voir mes clients, mes fournisseurs, le personnel. Véronique Lavaux aimerait bien embaucher 3 salariés de plus, mais si son activité baisse, elle se retrouvera bloquée avec des contrats de travail qu'elle estime trop rigides. Ma question est la suivante. Le Code du travail est aujourd'hui devenu trop complexe. Sans le remettre complètement en cause, que comptez-vous faire pour qu'il soit plus souple et surtout adapté aux besoins de nos entreprises? Alors, Jean-Pierre Raffarin, le Code du travail. Je pense que c'est un des objets majeurs des difficultés économiques que rencontre notre pays. C'est clair qu'il est très lourd, on voit son épaisseur, c'est vrai qu'il a été en permanence complexifié. Je crois que dans le Code du travail, il y a beaucoup de choses. Ce qui compte d'abord, c'est ce qui concerne la vie au travail, c'est-à-dire l'organisation du travail, le temps de travail et tout ce qui est lié au contrat. Là, je pense que le système est beaucoup trop compliqué. Moi, je suis favorable pour qu'il y ait un contrat unique. Je suis favorable pour qu'il y ait des facilités qui soient données pour les uns, pour les autres, pour se séparer quand il n'y a pas concordance d'intérêts entre les parties. Je pense qu'il faut une vraie réforme du Code du travail. Mais visiblement, ce n'est pas le cap qui a été choisi aujourd'hui. Mais d'une manière générale, on n'a pas fait une politique qui s'appelle une politique de l'offre, c'est-à-dire pro-entreprise. On fait une politique de la demande, c'est-à-dire on fait une politique qui soutient au fond l'activité par la demande. Or en fait, si on veut vraiment que les entreprises soient aidées, il faut les aider à créer de l'emploi. Alors justement, Véronique Lavaux, expliquez-nous un petit peu la situation de votre entreprise. J'ai cru comprendre qu'en 2008, les affaires ont été un peu compliquées. Il y avait une situation de crise et là, vous avez dû licencier. Qu'est-ce que vous réclamez concrètement comme modification du Code du travail, au fond, pour pouvoir embaucher? C'est ça votre sujet, non? Alors, ça paraît paradoxal, mais pour pouvoir embaucher, il faudrait pouvoir licencier plus facilement. Quand on voit son carnet de commandes qui baisse à vue d'œil et qu'on n'a aucune visibilité, que l'hiver arrive en plus, que vous allumez les radios, on est en septembre 2008 et on parle que d'un seul sujet, c'est la crise. Vous n'avez aucune visibilité, le téléphone ne sonne plus, vous ne savez pas ce que vous allez faire dans les 4 mois qui viennent, le temps avance, 3 mois, 2 mois, mais qu'est-ce que je fais de mes salariés? Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas d'autre solution que de procéder au licenciement. Alors soit on réduit la voilure, on licencie, on tient jusqu'à ce que ça reparte, et après on embauche derrière, ou alors on continue, et puis c'est la fermeture de l'entreprise. Et ça, c'est ce manque de flexibilité. Dans le département qui est voisin du vôtre, la Vienne, l'année dernière, dans la Vienne, en 2014, il y avait eu 300 défaillances d'entreprise, 300 faillites. Cette année, en 2015, il y en a 350. Vous vous rendez compte, dans un petit département de 400 000 habitants, c'est pas drôle, 350, parce que justement, il y a un moment où il y a une forme d'impasse. Et donc, quand on a un peu de résistance, on peut essayer de faire le dos rond, mais beaucoup de gens n'ont pas la trésorerie. On n'a pas la trésorerie. On parle jamais de la trésorerie. Vous verrez... Moi, je viens de l'entreprise. J'ai fait un parcours des études entrepreneuriales. J'ai été dans l'entreprise. Petite parenthèse, c'est intéressant, Jean-Pierre Raffarin, parce qu'en préparant l'émission, vous pouvez lui dire, hein, il est là, vous avez expliqué que vous avez le sentiment que les politiques ne connaissent rien à l'entreprise. Mais c'est en grande partie vrai. Ah bon? Ben, c'est en grande partie vrai. Regardez le nombre de fonctionnaires. Dieu sait si les fonctionnaires sont importants dans ce pays, mais il faut un métissage social qui soit équilibré. Moi, j'ai toujours été, quand j'ai fait un gouvernement, les subdeco, on était minoritaires par rapport aux énarques. Et j'ai eu l'occasion à maintes reprises de voir que la culture, les ingénieurs, les commerciaux, tout ça, étaient toujours moins nombreux que les administratifs. C'est vrai que nous avons une culture administrative. Dieu sait si on a besoin de fonctionnaires, je n'attaque pas en soi les fonctionnaires, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs, pas suffisamment de professions libérales dans la vie politique. Véronique Lavaux, qu'est-ce que vous attendez encore des hommes politiques, droite et gauche confondus d'ailleurs? Mais j'attends qu'ils nous imposent. Enfin, oui, on nous impose, mais des choses réelles et concrètes. Des choses qu'on puisse mettre en application. Et puis surtout qu'ils nous écoutent, qu'ils écoutent nos réalités du quotidien. Ce qu'on vit au quotidien, nos difficultés. On n'a pas que des difficultés, et fort heureusement. Sinon, on ne serait pas là. Est-ce que vous êtes toujours d'accord, par exemple, avec le MEDEF? Qu'un de nos problèmes, c'est quand on dit qu'on écoute. Aujourd'hui, on écoute les syndicats.
On écoute ceux qui représentent, soi-disant, les entreprises. Mais êtes-vous bien représentés? On se dit la vérité, allez-y. Hein. Personne ne vous écoute. Moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, pour avoir une vie de terrain assez intense, j'ai quand même le sentiment qu'on est très décalé. C'est pour ça qu'avec Alors, on va Manuel peut-être laisser... Valls, C'était une bonne question. c'est pas de droite et gauche. Pardon, vous avez raison. On reviendra sur Manuel Valls. Non, mais parce que c'était C'est vous intéressant qui d'avoir... dirigez. Non, mais parce que c'est intéressant, votre question, de la poser directement à vous, Véronique Lavaux. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous vous sentez bien représenté par les syndicats? Je dirais que oui, enfin oui et non. Oui, enfin moi je fais partie d'un syndicat professionnel qui s'appelle la Fédération du bâtiment et qui travaille en ce sens. Qui travaille en ce sens pour défendre les intérêts de ces entreprises, de ces adhérents, et qui fait remonter de la base toutes les difficultés qu'on a au quotidien. Mais le MEDEF, c'était la question de Jean-Pierre Raffarin. Ben, le MEDEF, mais moi je connais moins le MEDEF que la Fédération du bâtiment. Mais je parlais d'ailleurs au total. Moi je pense que le dialogue social en France, aujourd'hui, n'est plus fertile. Vous mettez les patrons et les syndicats, ça ne débouche pas. Et c'est pour ça que moi je proposais un plan d'urgence en sortant de ce dialogue social-là pour aller à un dialogue politique, majorité-opposition, on se met autour de la table et c'est pas tout n'est pas politique. Si vous voulez, par exemple, mettre tout l'argent de l'épargne, quand vous voyez plus de 1000 milliards qui sont sur l'assurance vie aujourd'hui, il faut envoyer l'épargne des Français en grande partie sur les entreprises. Il faut poser la question des seuils, il faut poser la question des heures supplémentaires, la défiscalisation, il faut poser la question de l'apprentissage, il faut poser la question de la régionalisation de l'emploi. Il y a des choses qui sont très concrètes et ça, on peut se mettre d'accord, quelqu'un de droite et quelqu'un de gauche. L'essentiel est de donner une politique qui permette à l'entreprise de faire des marges pour pouvoir embaucher. C'est ça la logique. Vous vous sentez concerné quand on dit les patrons, que quand on entend par exemple les responsables syndicaux stigmatiser les patrons? Oui, vous vous sentez parfois méchante patronne? Mais écoutez, c'est pas l'impression. Non? Ça a été dur de licencier, on va le dire. Mais bien sûr, ça a été un déchirement. On licencie pas par plaisir, c'est pas vrai. Bien sûr. On licencie parce qu'on n'a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'autre solution et que c'est la seule mesure qu'on puisse établir si on veut la survie de l'entreprise. Est-ce que vous avez eu des apprentis? J'en ai eu et là en ce moment j'ai un jeune en contrat de professionnalisation. Et là, on va parler beaucoup de l'apprentissage parce qu'il semblerait qu'alors que le gouvernement était contre, il redevienne plutôt favorable. Mais moi j'entends beaucoup dire que les contraintes pour l'entreprise, pour l'apprentissage sont très lourdes. Et qu'au fond, on a des bons centres d'apprentissage, on a des bonnes formations, mais le passage dans l'entreprise est quelque chose qui souvent est lourd pour l'entrepreneur, surtout dans les petites entreprises. C'est le cas ou pas? Oui, c'est lourd. Enfin, oui, c'est lourd parce que un apprenti, si on prend un apprenti, on joue le jeu, on s'en occupe, on est là pour le former. C'est un investissement pour l'avenir, pour la profession, mais aussi pour nous, parce que si on passe notre temps à le former, autant qu'on puisse le garder derrière. Mais la personne référente qui va s'occuper de lui, qui va passer son temps à le former, va perdre du temps, elle. Mais ça, ce temps, comment est-ce qu'on le facture? Alors, une question SMS. Je vous encourage d'ailleurs à nous poser vos questions 41 555 par SMS et sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. Cette question, les régions ne devraient-elles pas être au centre du dispositif? Je vous pose la question à tous les deux. Je commence par vous, Véronique Lavaux. Dans les interlocuteurs que vous avez au quotidien, est-ce que la région, c'est au fond une entité en laquelle vous faites confiance et avec laquelle vous traitez, on va dire? Je dirais que moi, je fais confiance en moi-même déjà, surtout. Je fais surtout confiance en moi. Après, on a les directives, on suit, mais non, dire que je fais grande confiance. Non. Et que les Non. régions aient un pouvoir décisionnel. Est-ce que ça, c'est une bonne chose, Jean-Pierre? Enfin, vous, l'homme de la région. Oui, oui, je ça, pense oui. que c'est bien. C'est bien parce que si ça reste des gens de terrain. Alors maintenant, le Poitou-Charentes fait partie de la plus grande région de France, donc on va voir ce que ça va donner. S'il reste au plus près du terrain, je dirais oui. Maintenant, à voir par la suite ce que ça va donner. Et pour faire quoi? Que peuvent faire les par exemple, régions? je vous cite un exemple dans les Deux-Sèvres, où il y avait, notamment avec la CFDT et la Fédération du bâtiment et quelques autres, on avait mis en place une gestion prévisionnelle de l'emploi, où on pouvait faire en sorte qu'on puisse avoir des salariés partagés dans plusieurs PME. Ça sont des choses qui avaient été négociées. C'était dans le nord de Sèvres, où il y a un territoire aussi là-bas très dynamique, et ça avait été négocié sur le plan local. Au fond, les régions aujourd'hui
elles sont maîtres de la formation professionnelle, de l'apprentissage, elles soutiennent la recherche, elles soutiennent l'innovation, elles soutiennent les aides au haut de bilan. Elles ont quand même beaucoup d'atouts. Donc moi, je suis pour une régionalisation de la politique de l'emploi. Je suis même pour une régionalisation de Pôle emploi. Je pense que Pôle emploi fonctionnerait beaucoup mieux s'il était plus près du terrain avec une régionalisation complète. Puisque la région, aujourd'hui, a plus de moyens que l'État pour intervenir et pour être proche des entreprises. Donc de ce point de vue-là, je pense que la régionalisation de l'emploi est quelque chose de positif. Je vois que Xavier Bertrand est sur cette ligne, je vois qu'il y a... Christian Estrosi aussi. Il y a un certain nombre de gens qui vont dans ce sens-là et c'est, je crois, positif. Alors je me tourne vers Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Est-ce que la régionalisation de la politique de l'emploi, ça fait partie de toutes les recettes que vous avez pu observer en détail depuis Raymond Barre? Puisque vous êtes remonté assez loin sur la politique de l'emploi. Exactement, parce que effectivement, ce que disait Jean-Pierre Raffarin au début, c'est la gauche et la droite doivent pouvoir montrer qu'elles peuvent faire quelque chose pour l'emploi. Et notamment alors pour l'emploi des jeunes, qui est le sujet qui nous inquiète presque le plus. Alors effectivement, j'ai repris depuis 40 ans, depuis Raymond Barre, depuis 75, savez-vous combien de plans, de dispositifs, etc. on a mis en place? Plus de 30. Plus de 30 plans se sont succédés de droite, de gauche, avec... alors assez souvent, on a inventé des contrats spécifiques. Alors il y a eu le contrat de retour à l'emploi, le contrat emploi solidarité, le contrat emploi consolidé, le fameux CIE, etc. Enfin, et puis le contrat jeune en entreprise, ça c'était quand vous étiez Premier ministre d'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin. Donc voilà, et la plupart du temps, droite et gauche finalement ont pris des mesures qui se ressemblaient assez souvent, parce que il s'agissait de répondre à un problème conjoncturel plus que structurel. Parfois, il s'agissait même de, disons-le, de maquiller un petit peu les statistiques du chômage. Ça arrive, ça. On le voit encore, on le voit encore en ce moment. Donc, moi, je m'interroge, est-ce que depuis 40 ans, cet échec, puisqu'aujourd'hui, on a toujours un quart de jeunes au chômage, cet échec, finalement, est-ce que c'est un manque d'idées ou est-ce que c'est un manque de courage politique, tout simplement ? Je pense que c'est une erreur d'analyse que maintenant nous voyons de manière évidente. D'abord, on fait tout notre financement social sur l'emploi. C'est le salaire qui porte la sécurité sociale. Et donc, on voudrait augmenter les prestations sociales, mais naturellement, c'est l'emploi qui le porte. D'où ce qu'est la TVA sociale, qui a été un grand débat, qui est un élément très important, faire en sorte que l'emploi ne supporte pas le coût de la sécurité sociale, mais qu'on fasse ça sur la consommation. Donc ça, je crois que c'est un choix qui n'a pas été maintenu par le gouvernement actuel. Je pense que c'était un choix stratégique. Mais d'une manière générale, je crois que le défaut de tous ces plans, mais aujourd'hui on s'en rend compte, surtout si on compare avec l'Allemagne, c'est qu'on a cherché, et je vois que le président de la République va dans la même direction, on cherche à aider le chômeur à entrer dans l'entreprise, alors qu'il faut aider l'entreprise à créer de l'emploi. Même si vous êtes d'accord avec ça, Véronique? Et donc, on fait les choses à l'envers. On va dépenser de l'argent, des centaines de millions, pour essayer de former des gens sans aider l'entreprise. Si on veut vraiment mettre de l'argent, qu'on donne de l'argent aux entreprises pour qu'elles forment elles-mêmes les personnes dont elles ont besoin. Et donc, je crois qu'au fond, notre politique aujourd'hui, il faut le dire, il faut être pro-entreprise. Et dans le débat idéologique français, on a toujours eu cette idée que globalement la gauche n'était pas pro-entreprise. Et là, on a un ministre de l'économie qui se dit libéral, qui se dit pro-business, c'est peut-être le moment d'en profiter. Mais peut-être que le président de la République tient les rênes nationales. Encore lui. Est-ce que vous Ah oui, c'est en charge de l'essentiel, disait De Gaulle. Est-ce que vous ne regrettez pas quand même un manque d'audace en cette matière? Parce que moi, je rebondis sur ce que disait Véronique. Un manque d'audace. Qu'est-ce que... Alors, on termine peut-être la question de Nicolas Barré. Flexibilité sur l'embauche, le licenciement, etc. C'est une demande récurrente. Ça fait des années qu'on en parle. D'ailleurs, c'est une demande aussi récurrente du MEDEF, de la CGPME, etc. Pourquoi est-ce que ça n'est pas davantage écouté, voire mis en œuvre? Parce qu'il n'y a pas de consensus politique dans la société française. Vous vous souvenez quand Dominique de Villepin a voulu faire un contrat qui était un contrat pour les jeunes avec des souplesses données, des formations attribuées. Il y a eu beaucoup de monde dans la rue, il y a eu un clivage droite-gauche très fort dans le pays. Ce n'est pas un sujet de consensus. Mais... Je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir un consensus sur l'entreprise. Le monde entier, c'est quand même étonnant de se dire que la Chine, le Brésil, la Russie,
l'Allemagne, les États-Unis pensent pareil. Et nous sommes les seuls, nous, à penser, on a un brevet, les 35 heures. Personne ne nous a acheté le brevet. On se garde pour nous-mêmes. Justement. Et alors, regardons ce que font les autres, et donc disons clairement que c'est une politique pro-entreprise qu'il faut au pays. Et donc c'est le moment d'avoir davantage d'audace. Et sur ces Je suis d'accord. Oui, mais moi, vous croyez que je n'ai pas d'audace quand je propose au Premier ministre de faire un pacte droite-gauche sur l'emploi? J'ai un dessin à vous montrer, je peux un dessin qui est publié dans le Canard. Ah, je crains le pire. Pour vous mettre un petit peu en joie les uns les autres, vous l'avez sans doute vu. Jean-Pierre Raffarin, vous dites, nous n'avons jamais réussi à juguler le chômage. François Hollande qui dit, nous non plus. Et Valls qui dit, unissons nos talents. Voilà. C'est cruel. Voilà, bon, c'est cruel. On laisse poursuivre Nicolas Barré. Il n'empêche qu'il faut aujourd'hui accepter une idée, c'est qu'il faut s'occuper des chômeurs. Pour s'occuper des chômeurs, il faut aider les entreprises à créer. Parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Notre système social depuis 30 ans, il défend ceux qui ont un emploi. Et regardez, globalement, les syndicats, ils défendent d'abord ceux qui ont un emploi plutôt que de défendre les demandeurs d'emploi. C'est ça la règle. On a bien compris, mais j'aimerais comprendre jusqu'où êtes-vous prêt à aller sur tous ces sujets-là. Par exemple, sur le contrat de travail, on en parlait. Est-ce que vous êtes prêt à imaginer des solutions qui existent au Royaume-Uni, qui existent en Allemagne? Au Royaume-Uni, il y a des contrats 0 heure, par exemple. Ça a créé un certain nombre d'emplois, ça a des défauts, mais voilà, c'est une expérimentation. Nous avons un projet très simple avec le contrat unique. Je pense qu'il y a des possibilités aujourd'hui d'aménager le Code du travail et nos contrats de manière à ce qu'on puisse donner un peu plus de flexibilité à notre économie. Petite parenthèse, on a la chance d'avoir une patronne sur ce plateau. Est-ce que c'est ça dont vous avez besoin? Mais surtout, ce qu'on a besoin, c'est d'activité. Parce que si on n'a pas d'activité, on ne créera pas d'emploi. Alors, on peut occuper les gens d'une manière, d'une autre, avec des aides, avec tout ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, nous, c'est de l'activité. Qu'est-ce qu'il y a comme projet pour relancer l'activité? Qu'est-ce qu'il y a comme projet d'investissement? Surtout dans le domaine de la peinture, le logement est sinistré aujourd'hui. La politique du logement dans le pays est déficitaire. Pardon, dans le bâtiment, on a quand même perdu 130 000 salariés en 8 ans. Bien sûr. 137 000. Alors, on avance sur les solutions, on retourne à Nicolas Barré. Je voudrais vous prendre quelques exemples à l'étranger. La France se situe, disons là, le Royaume-Uni est, disons, à un autre extrême libéral. Bon. Royaume-Uni et Allemagne, ils sont 2 fois moins de chômeurs que nous. Exactement. Mais si on regarde, j'aimerais savoir, par exemple, où est-ce que vous placeriez le curseur? Au Royaume-Uni, par exemple, pour un CDI, la période d'essai peut durer 12 mois. Le temps que l'entreprise voit si vraiment elle a besoin du salarié à temps plein, etc. En France, c'est 4 mois maximum, mais c'est souvent moins. Est-ce que vous seriez prêt à aller aussi loin que ça? Je ne suis pas contre un allongement de la période d'essai. Il y a un autre exemple, l'indemnité de chômage aux États-Unis, la durée d'indemnisation du chômage, c'est 26 semaines, c'est-à-dire 6 mois et demi. En France, c'est beaucoup plus, hein, ça peut aller jusqu'à... Je suis pour une dégressivité. Dégressivité des indemnités, mais est-ce que la durée d'indemnisation doit être... Et sur la durée, il faut trouver un mi-chemin entre la France et les États-Unis aujourd'hui. Il faut raccourcir notre dispositif. Il faut faire en sorte que tout soit fait pour que la personne ait envie et la possibilité de trouver un travail. Et donc pour ça, il ne faut pas enfermer les gens dans un statut qui est un statut démotivant. Une dernière question, Nicolas. Je vous donne un autre exemple. Au Royaume-Uni, vous pouvez faire autant de CDD que vous voulez jusqu'à 4 ans, pendant 4 ans. Après, ça doit se transformer en CDI. Mais voilà, il y a toute cette période assez longue et relativement flexible. Est-ce que ce genre de choses, ça vous paraît aussi acceptable ou est-ce que ça va trop loin, d'après vous? Je pense que ce sont des choses qui sont acceptables. Il faut adapter ça à notre culture, mais globalement, c'est acceptable. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on va faire des emplois si les entreprises vont bien. Et si les entreprises vont bien, il faut qu'elles soient à égalité avec les autres entreprises du monde. Toutes ces pistes, vous ne les avez pas explorées quand vous étiez au Mais bien sûr que je les ai explorées. Je vous ferai remarquer que quand je suis arrivé à Matignon, le chômage augmentait. Quand je suis parti, le chômage diminuait. Et donc, on a fait un certain nombre d'efforts, et naturellement c'est difficile, mais il y a quand même une détermination. On a fait un certain nombre d'efforts, mais c'était pas facile. Regardez les retraites, il a fallu que je passe en force avec des millions de gens dans la rue pour mettre les conditions de retraite des fonctionnaires au même niveau que ceux des salariés de l'entreprise. C'est quand même quelque chose de justice. Eh bien ça a mis des centaines de milliers de gens dans la rue. Donc c'est pas si facile que ça. Et il y a des Français, des salariés qui vous écoutent peut-être ce soir et qui se disent waouh, la potion, elle est amère aussi pour les salariés. C'est flexibilité, c'est déréglementation, c'est baisse de l'indemnisation du chômage. Vous l'entendez ça? Parce que moi je l'entends. Quelle est la priorité? Est-ce qu'on défend ceux qui ont un emploi aujourd'hui
ou est-ce qu'on essaie de faire en sorte qu'on s'attaque au chômage qui est destructurant de notre société? Pour ça, il faut des entreprises qui aillent bien. Mais à force de toujours vouloir défendre, de construire une barrière autour de l'emploi, c'est de plus en plus difficile d'entrer dans l'emploi. On a monté les murs. Et maintenant, c'est très difficile d'entrer dans l'emploi. Donc moi, je pense aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait plus de fluidité dans notre système économique. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut de la flexibilité. Et il faut surtout mettre nos entreprises à égalité de chance avec les Allemandes, avec les Américaines, avec toutes les entreprises du monde. Alors, on change de problématique, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Raffarin. La France doit, comme tous les pays européens, tenter de trouver le ton juste face aux migrants. Près de 80 000 demandes d'asile ont été faites en 2015, soit une hausse de 30%. Romain Besnénou et Pierre-Jean Perrin sont allés à la rencontre de migrants. Et vous allez voir bien souvent, l'Eldorado français se transforme au parcours du combattant. Salut Hamid, comment ça va? Bien, bien, merci, et vous? Ça va. Hamid est arrivé en France il y a 4 mois, après 60 jours de périple depuis l'Afghanistan. Tu vas me raconter ton histoire? Ok. Aujourd'hui, il est accueilli par France Terre d'Asile. L'association aide les réfugiés à remplir leur demande d'asile. Pour convaincre les autorités françaises, Hamid, qui a laissé femme et enfants en Afghanistan, doit raconter son histoire en détail. J'étais un ingénieur en construction et manager. J'avais une belle vie. Aujourd'hui, tout le monde connaît la situation en Afghanistan. La crise politique, les talibans, Daesh. J'ai été menacé plusieurs fois par les talibans. Ils me disaient « On ne te lâchera jamais car tu travailles avec l'ennemi américain ». 3 mois qu'Hamid espère une réponse. Et il n'est pas le seul. À l'entrée, ils sont des dizaines à patienter dans le froid. Certains ont besoin d'aide pour remplir leur demande d'asile en français. D'autres attendent une réponse des autorités depuis 1 an parfois et espèrent trouver ici de quoi se loger. On peut attendre 1 mois, 1 semaine, 1 an. On voudrait une maison, mais on ne nous donne rien. C'est le problème en France. Il fait froid, il pleut, et on n'a aucun endroit où dormir. C'est ici que les demandes sont déposées à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés. 500 agents pour authentifier le récit des demandeurs et accorder ou non le statut de réfugié. L'année dernière, 79 130 demandes d'asile ont été enregistrées en France, en hausse de 22% sur 1 an. Eux ont vu leur dossier rejeté, comme 2 tiers des demandes. L'avenir de ce couple palestinien se joue désormais devant le juge, à la Cour nationale de droit d'asile. Vous êtes confiant? Pour l'instant, oui. Notre demande est légitime. Alors oui. Menacés dans leur pays, Omar et son épouse ont dû fuir le Moyen-Orient avec leurs 2 enfants. Un seul espoir désormais, la France. Durant 2 heures d'audience, ils ont tout fait pour en convaincre les juges. Ça a été, mais éprouvant. Alors, la Cour essaie de savoir si les personnes ont effectivement des craintes de persécution qui sont réelles, qui sont actuelles aujourd'hui dans leur pays d'origine, et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas y retourner, et les raisons pour lesquelles elles sollicitent la protection de l'État français. Tout le Moyen-Orient est dangereux. Tout le monde le sait maintenant. J'ai une famille à protéger et des enfants à élever. Nous voulons être libres. Nous avons besoin qu'un pays nous accueille. Omar et son épouse sauront dans 3 semaines si la France deviendra ou non leur nouvelle terre d'asile. J'imagine que vous êtes touché par le témoignage de ces migrants. C'est compliqué d'appréhender cette problématique-là, avec d'un côté l'humanité et d'autre côté ce sujet qui est posé à l'ensemble de l'Europe sur l'accueil des migrants. Est-ce que l'Europe patauge, Jean-Pierre Raffarin? Nous pataugerons tous là-dessus. Il faut être clair, c'est un sujet d'une extrême cruauté. Le chrétien que je suis, ce sont mes frères, donc il faut les accueillir, il faut être évidemment la main tendue. Ce sont des gens qui sont dans des situations de détresse. On ne mesure pas ce que c'est que l'exil, de tout abandonner, quelquefois des gens qui envoient simplement leurs enfants pour les sauver. Donc c'est une douleur extrême. Et nous, on veut traiter ça quelquefois avec égoïsme, quelquefois avec malthusianisme, quelquefois avec une préoccupation économique trop forte. Bon, je comprends bien qu'il faut maîtriser tout cela, mais c'est extrêmement
cruel. Ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un système qui ne fonctionne pas très bien, puisqu'au fond, vous disiez, on en a 80 000, il y en a 22% qui vont obtenir le statut de réfugié, tous les autres ne l'obtiendront pas, mais 90% des déboutés ne sont pas reconduits à la frontière, c'est-à-dire qu'ils viennent des clandestins, ce sont des immigrés clandestins. Donc on a notre système, nous-mêmes, ne fonctionne pas vraiment. Et puis le système européen, d'abord parce qu'on n'a pas été capable de mettre à nos frontières une politique commune, une stratégie commune. On n'a pas eu ce Schengen dont nous pouvions rêver à un moment, donc il faudra repenser sans doute un nouveau Schengen pour qu'il puisse y avoir d'une part une politique commune, puis d'autre part la part de l'effort de chacun. C'est pour ça que moi, je ne suis pas contre une politique de quotas, à condition qu'on ait une politique européenne. Et là, je pense que ce serait l'occasion que l'Europe trouve un nouvel élan, un peu de générosité pour trouver la capacité d'accueil. On a accueilli, je crois, sur 2015, à peu près 1 million, 1,2 million de migrants. On voit bien que c'est la problématique qui est devant nous. Et ça va continuer. Quand on voit ce qui se passe en Libye, il y a toujours l'Érythrée, on voit les difficultés africaines. Donc on voit bien que tout ça ne va pas s'apaiser. Et avec une difficulté particulière. L'auteur des attentats d'Istanbul est entré en Turquie comme simple migrant depuis la Syrie. Une partie de l'Europe est en train de rétablir les frontières justement face à la menace terroriste. Est-ce que face au terrorisme, il faut en finir avec la libre circulation ? Je pense qu'on ne peut pas remettre en cause la libre circulation dans la construction européenne entre citoyens européens et avec un certain nombre de règles à l'accueil du pays. Il est vrai que nos systèmes de renseignement aujourd'hui sont globalement assez perfectionnés puisqu'on retrouve les traces, mais il est extrêmement difficile de pouvoir surveiller tout le monde et de pouvoir, surtout que maintenant on confie des attentats à très peu de gens et qu'une personne isolée peut faire des dégâts terrible. Donc il faut se dire que la sécurité à 100%, ce sera jamais possible dans des pays démocratiques. Ou alors il faudra un contrôle policier massif, ce que nous ne voulons pas. Et donc il est clair qu'il faut se dire que l'insécurité est devant nous. On a renforcé notre politique de renseignement, il faut la renforcer. On a renforcé nos efforts de police et de sécurité, il faut continuer. Mais de toute façon, on n'aura jamais, avec cette montée du radicalisme, qui est un radicalisme qui a été au départ un radicalisme globalement assez marginal, qui se professionnalise avec l'État islamique. Mais quelquefois, quand vous écoutez des dirigeants, on peut aussi parler de radicalisme d'État. Vous pensez à qui ? Écoutez, l'évolution aujourd'hui d'un certain nombre de discours politiques, y compris dans les pays européens, montre qu'il y a un vrai danger aujourd'hui d'une forme de radicalisme. Et moi, j'ai une conviction, c'est que la violence crée la violence. Avec Jacques Chirac, on ne voulait pas l'intervention américaine en Irak. Parce qu'on savait que de toute façon, vouloir casser, comme on l'a cassé, l'État irakien, on allait... C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, Jean-Pierre Raffarin. C'est-à-dire que vous laissez entendre que la France paye ses engagements militaires. Par exemple, Ouagadougou, le bilan est monté à 29 morts, dont au moins 2 Français. Est-ce que la France paye son engagement, par exemple, dans l'opération Barkhane ? Je vous signale d'abord qu'en ce qui concerne l'Irak, nous n'étions pas intervenus. Justement. Bien sûr. Et je pense que la violence crée la violence. Et donc il faut trouver d'autres solutions. Et d'utiliser la violence, la force en tout cas, qu'en dernier recours. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, il faut assumer nos combats. Ça veut dire, pardon, mais je n'ai pas eu la réponse, sur est-ce que la France est trop engagée ? On peut citer Syrie, Irak, Sahel, la Centrafrique, la nouvelle menace, etc. sur le front russe, peut-être demain la Libye. Regardez, tous les pays sont aujourd'hui menacés. L'Indonésie, vous regardez, tous les pays aujourd'hui sont menacés. Et dans cette forme de guerre, ils cherchent en permanence à déstabiliser, notamment les démocraties. Il n'y a pas de pays qui ne soit pas menacé aujourd'hui. Les migrants, le terrorisme, le chômage, le climat, et pas franchement, vous êtes d'accord les uns et les autres, j'imagine, à la légèreté en ce moment. C'est ce que révèle une enquête Cevipof qui est publiée ce matin en partie par le JDD. Et on apprend, j'allais dire, c'est pas une surprise, que les Français sont là et moroses. Vous avez cette enquête qui s'affiche derrière vous. Alors, ils ont quand même confiance dans l'armée, dans les PME, dans l'école, mais alors pas du tout dans les médias. Et dans les partis politiques. Jean Viard, je rappelle que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, et vous voulez interpeller Jean-Pierre Raffarin. Qu'est-ce qu'il arrive aux Français, Jean Viard ? D'abord, ce qu'on vient de dire n'est pas nouveau, en fait. Hein. Mais ça continue, mais on le sait depuis un moment. Au fond, les gens, ils font confiance à ce qui est proche. Ils font confiance à leur famille, ils font confiance à leurs amis, ils font confiance à leur mère et à leur entreprise, je vais dire. Et ils ont peur de ce qui est loin.
Ça, je crois que c'est un mouvement général. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la montée aussi des extrêmes droites, etc. Parce qu'au fond, l'idée, si on mettait des murs, ça s'arrangerait. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, tout ça, c'est pas possible. Mais ce que je voudrais vous dire, monsieur Raffarin, moi, il me semble, si vous voulez, que j'entends ce que vous dites, on a fait ça, il y a des choses qui ont marché, d'autres non. Mais au fond, je trouve que le monde politique français n'arrive pas à raconter les changements du monde. Vous voyez, moi, je vais vous donner 4 chiffres comme ça, juste. Il y en a un qui me fascine. 61% des bébés en France cette année sont nés hors mariage, les premiers nés. C'est quand même une révolution civilisationnelle gigantesque. 61% de la richesse se concentre dans le cœur de nos métropoles. Donc on crée de la richesse. Les 6 grandes métropoles françaises n'arrêtent pas de créer de l'emploi. Mais par contre, on ne sait plus. Parce qu'avant, on déplaçait le capital pour mettre de l'emploi en Bretagne, on a amené des entreprises. C'est fini. Donc comment on raconte ce changement-là? C'est-à-dire la révolution numérique, la révolution collaborative. Regardez Blablacar. Blablacar, tout le monde connaît Blablacar. Vous savez que c'est 1500 TGV de moins par mois. C'est 2 millions d'usagers. D'après les études, c'est 4 millions de véhicules en moins dans les 10 ans en France, puisqu'on va les partager. Bon, je prends que des chiffres, le but, c'est pas de donner des chiffres. C'est de dire, c'est des centaines d'emplois derrière, des milliers d'emplois derrière. On est dans des révolutions culturelles, avec la place des femmes, la société collaborative, la société numérique, le fait qu'il y a une classe nomade qui est en train de réorganiser notre monde. Moi, au fond, je dirais les choses comme ça. Des gens qui, d'ailleurs, ne veulent pas posséder, ils usagent. Ils veulent pas de BMW, ils veulent Blablacar, mais ils veulent voyager. Vous voulez pas de BMW, vous êtes Non, mais BMW, je veux pas citer de marque, mais je veux dire, on est dans ces bouleversements. Et je trouve qu'avec la classe politique française, les affrontements droite-gauche ne racontent pas ces gens qui sont ici des lieux de puissance énormes. La puissance numérique, c'est avec ça qu'on peut peut-être résoudre la crise climatique. Mais on n'ouvre jamais ces horizons. Je suis complètement d'accord avec vous. Et notamment, il y a une raison globale à tout ça. C'est que pendant très longtemps, on a refusé de voir l'international. Vous voyez, même quand vous voyez que notre président de la République actuellement, il n'avait pas beaucoup voyagé, il n'avait pas eu une action très forte sur le plan international avant de prendre les responsabilités. Et quand on parle de l'international, vous voyez par exemple comment on traite le Parlement européen dans notre vie politique, alors que l'Europe est majeure et le Parlement européen, on en parle au moment d'élection et ensuite on en parle peu. Je pense qu'on n'a pas regardé le monde, parce que ce que vous décrivez comme changement, il existe ce changement. Il existe aujourd'hui dans beaucoup de sociétés, partout. Et donc je crois qu'il y a là, on a eu le sentiment que finalement la France c'était le vase clos. D'ailleurs on se souvient qu'on se disait on va faire notre taxe carbone à nous, on va avoir notre politique à nous. Mais finalement quand on est dans un monde complexe, on n'a pas une politique à nous. Et quand on critique l'Europe aujourd'hui, on dit il faudrait faire ceci, il faut faire ça. Mais pour faire quelque chose, il faut convaincre les autres. Parce que les autres, naturellement, ils ont aussi des idées. Donc il faut pouvoir agir. On ne fait pas, je crois, la pédagogie du monde. Il n'y a qu'en France où vous voyez le procès de la mondialisation. Alors j'en viens. Regardez, allez dans les librairies, vous verrez le nombre de livres sur le procès de la mondialisation. Allez dans les universités américaines, allez dans les universités chinoises, la mondialisation, c'est une donnée. C'est pas un objet de valeur idéologique sur lequel on discute je suis pour ou je suis contre. On peut être contre la mondialisation, mais c'est pas parce qu'on est contre la mondialisation qu'elle ne se fait pas. Oui, non, mais on est bien. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans la scène politique, c'est qu'on connaît tous votre rapport à la Chine, et on voit bien que vous êtes un de ceux qui avaient sans doute le plus compris que le monde était en train de changer. Enfin, je veux dire, parce que la Chine, c'est quand même un des grands moteurs du monde, et surtout, c'est vrai que c'est pas une démocratie, mais qu'est-ce que ça a progressé, qu'est-ce que la vie s'est améliorée. On peut quand même se réjouir aussi des choses comme ça. Je suis d'accord. Mais je trouve qu'on n'arrive pas à le dire à l'intérieur de la société française. Oui, mais oui. On n'arrive pas quand on parlait d'emploi par région. Je sais pas s'il faut le faire par région ou pas. Il y a des régions qui créent de l'emploi. Il y en a qui en cassent parce qu'elles n'ont pas les mêmes structures. Oui. Là où on crée de l'emploi, c'est dans les hubs où il y a la mondialisation, où il y a les voyageurs, où il y a les gens qui vont à l'étranger, les gens qui viennent. C'est ce mélange. Et si vous voulez, je trouve que ce que vous dites sur l'international, on n'arrive pas, vous n'arrivez pas, les hommes politiques, je ne veux pas vous attaquer personnellement, c'est pas le sujet, mais à le dire pour la France. Mais je vois bien, je suis assez seul. Mais par exemple, on peut prendre dans les choses qui ne sont pas dites, par exemple les PME. On construit les politiques pour les grandes entreprises et tout le monde sait que la dynamique, c'est une dynamique sur les entreprises. Et c'est vrai que si on regarde bien l'histoire, par exemple, si vous prenez un secteur comme la boulangerie, que je connais bien, pour y avoir travaillé beaucoup et d'être attentif à ce secteur, notamment quand j'étais ministre des PME. Nous avons fait avec la boulangerie la qualité artisanale du pain. Aujourd'hui, vous avez 30 000 boulangeries et la meilleure boulangerie de chaque ville, elle vit assez bien.
Et donc, mais ils ont réussi à se protéger aussi, parce que naturellement, ils ont évité des compétitions et ils ont fait un choix de qualité. Donc, il y a un certain nombre de sujets comme ça, mais c'est vrai que si vous défendez, parmi nos élites aujourd'hui, quand vous défendez la boulangerie ou l'artisanat, on dit oh là là, il n'est pas dans le coup, c'est pas le sujet, il faut maintenant être sur d'autres questions. Je pense qu'il y a un vrai manque de pragmatisme, c'est parce que mon analyse, moi, c'est que la société française est trop idéologique. C'est ça, Jean Viard, c'est le pragmatisme, c'est pas exactement ce que vous disiez. C'est pas seulement le pragmatisme. Prenons les questions d'embauche, de licenciement. C'est clair que dans les start-up, dans toute cette nouvelle économie, c'est forcément très souple. Oui. Quand on crée une start-up, on ne sait pas si on sera encore là 2 ans après, etc. Là, on a besoin d'un modèle de travail très souple. D'ailleurs, souvent, les gens l'acceptent assez bien. C'est la culture de ces milieux. Mais on n'explique pas qu'on va modifier les règles pour eux. On n'est pas obligé de ressortir toutes les vieilles antiennes réactionnaires sur le patronat, le contrat de travail, etc. Si vous voulez, je peux me permettre. Oui, d'ailleurs, il me semble que c'est ce que vient de faire l'Inde. C'est justement de faire un modèle pour les start-up. Il y a des secteurs économiques nouveaux. On ne peut pas raconter des... J'ai l'impression que la politique, vous avez perdu le sens du récit historique. Or, les Français, ils ont toujours été portés par le récit historique. Dire quelque chose. Oui, excusez-moi. C'est pas seulement la politique, c'est tout notre milieu intellectuel. Parce que, par exemple, les start-up, quelle est la grande problématique des start-up? C'est les fonds propres. Parce que, par définition, l'innovation coûte des sommes considérables. Donc, alors que dans les TPE en général, les fonds propres ne sont pas quelque chose de très important, il faut des fonds propres importants. Or, les banques, aujourd'hui, prêtent pas de fonds. Donc, il faut aller chercher des capitaux. Et des capitaux, où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui? En grande partie à l'étranger. Et quand on fait venir des capitaux pour investir, à ce moment-là, vous avez toute une intelligentsia qui dit « Oh, mais c'est des capitaux américains, mais c'est des capitaux japonais, mais c'est des capitaux... » Donc, par exemple, là, on voit bien, on n'aura pas d'innovation sans un métissage de nos capitaux. Et quand je vois qu'on envoie beaucoup de PME, beaucoup de start-up qui vont en Californie, pourquoi elles vont en Californie? Elles ne vont pas là-bas parce qu'elles ont de meilleurs ingénieurs. Les meilleurs ingénieurs, ils sont en France. Elles vont là-bas parce qu'elles ont besoin pour leur haut de bilan de capitaux. Et que là-bas, on peut avoir des capitaux. Parce qu'il y a de l'investissement privé. Et quand je vois qu'on met 1,6 milliard d'argent aujourd'hui sur l'assurance vie, je me dis que si on avait un système qui conduit l'épargne des Français à aller vers les start-up, on pourrait... Mais ça, je pense que c'est notre société dans tout son ensemble élitique qui exclut un peu cette vision-là. Alors, pardonnez-moi d'intervenir, Jean Viard. Non, vous allez continuer, mais ce que vous disiez aussi, Jean Viard, c'est que c'est la classe politique qui ne parle plus aux Français de leur histoire, de leur pays. C'est ça, Jean Viard, aussi. C'est cette interrogation-là que vous aviez. Moi, ce qui me frappe, c'est que les Français sont plus optimistes pour eux-mêmes que pour le pays. Et ça, c'est quand même... Alors qu'ils vivent le chômage... C'est pas très nouveau, ça. Non, c'est plus c'est proche, plus on a confiance. Non, mais d'accord, mais ça veut dire que malgré le chômage, malgré tout ça, les gens, en fait, ont confiance dans leur vie, y compris les jeunes, qui ont plus confiance dans leur vie souvent que les parents. Mais par contre, ce qui n'a pas, c'est qu'on n'a aucune idée du destin de la France. On a besoin d'un projet, j'allais dire patriotique, je ne veux pas faire trop patriat. Parce que quand on regarde l'Allemagne, ils ont quand même été boostés par la réunification. Les Américains, ils ont été bouffés par un président noir. C'était quand même ceux qui étaient très contre, c'était un événement historique gigantesque. La Chine, n'en parlons pas. Donc, c'est quoi notre événement historique depuis qu'on a dit non au traité européen? Je pense qu'il y a quand même toute une vision de la France qui, en effet, aujourd'hui manque. Mais mettez pas tous les politiques dans le même sac. Parce que la France... Les Français le font, Jean-Pierre Raffarin. Oui, les Français le font. Mais vous savez pourquoi ils le font? Parce qu'ils ne croient plus à la politique. Parce qu'aujourd'hui, on nous annonce un match politique qui a déjà eu lieu. Et donc, quand dans ce match politique, les Français ont le sentiment... Plus longtemps que ça. Il y a pas... Oui, il y a eu... C'est vrai qu'il y a plus longtemps. Mais globalement, en général, l'alternance est une logique d'espoir. Et donc là, nous sommes dans une situation qui apparaît un peu bloquée. Et donc, pour les gens de gauche, ils n'ont pas le sentiment que le président de la République aujourd'hui peut porter l'espoir d'une gauche, et notamment avec une grosse division qui est... une division entre une gauche plus archaïque et une gauche moderne. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui me préoccupe dans notre système politique, c'est que le système politique fait que je suis coupable si je réfléchis ou si je veux travailler avec M. Macron. Il faut que je travaille peut-être avec des gens qui sont plus loin que moi que d'autres de l'autre côté. Le problème, c'est l'idéologie droite-gauche. On a un système aujourd'hui qui est un système idéologique bloqué. Oui. Moi, je pense que si la politique est bloquée, c'est parce qu'on en est resté en grande partie à des idéologies
fondée sur le débat entre matérialisme historique et humanisme. La faute à qui? Oui, mais je pense que la faute à... Ça, c'est la société, vous savez. Parce que c'est vrai des médias, c'est vrai de l'éducation, c'est vrai de l'ensemble de la société. S'il y a tant de puissance de l'idéologie dans notre pays, c'est parce que le pays le veut aussi. Quel dit le sociologue là-dessus? Mais moi, je crois que si vous voulez, la France n'arrive pas vraiment à penser la diversité. C'est vrai dans l'éducation, c'est vrai à plein d'endroits. On a un mal fou à penser la diversité. C'est vrai. Et donc, effectivement, l'idée qu'il y ait des secteurs nous restons jacobins. Regardez la décentralisation. Mais c'est pareil, je dirais, pour la droite. Le blocage que vous avez sur les 35 heures est aussi monumental que la gauche dans son rapport aux entreprises, où on dirait carrément que c'est le péché. Si moi, il y avait un autre pays dans le monde qui me disait, regardez les 35 heures, on a aussi essayé, ça marche, je serais prêt à voir. Mais quand je regarde le monde, je vois qu'on est les seuls. Mais, oui, on va discuter. Non, mais je disais juste ça. Allez, on avance. Voilà, bon, voilà là-dessus. Bon, mais pourquoi les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils ont envie qu'on leur donne un avenir. C'est pas faire le désir d'avenir de votre candidate en Poitou-Charentes, mais votre candidate, votre adversaire. Mais ça donnait un sens, cette idée. D'ailleurs, la présidentielle de 2007 avait été magnifique. Je veux dire, tout le monde était allé voter. Et ça n'avait peut-être pas débouché sur ce que chacun voulait, bien sûr, mais c'était un vrai débat de société. Et si vous voulez, au fond, actuellement, moi, souvent j'ai l'impression que l'opposition droite-gauche, elle devrait petit à petit, il y a des modernes et des anciens, d'une certaine façon. Je pense aussi. Ouais. Mais ça, c'est ce jeu qu'on n'arrive pas à faire. Et là, je pense que nos institutions sont un peu bloquantes. Eh bien, il y a peut-être une autre solution. Vous allez voir. David Guez, vous êtes avocat d'affaires parisien. En septembre dernier, vous avez créé le site laprimaire.org parce que vous voulez organiser une primaire, mais pas une primaire de droite ou une primaire de gauche, une primaire avec les citoyens. Déjà, est-ce que vous votez? Malheureusement, je ne vote plus. Depuis quand? Depuis 2007. C'était la dernière élection qui vous avait passionné? Exactement, c'est la dernière élection qui m'a passionné et je peux vous dire que c'est vraiment un drame pour moi de ne plus aller voter. Mais comme la plupart des Français, je ne veux plus voter par dépit, je veux voter par adhésion. Alors justement, on va voir les détails de votre initiative avec Sarah Sisman et Juan Nguyen. David Guez est avocat. C'est aussi un simple citoyen qui a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière politique. Avec quelques bénévoles, il a mis sur pied une plateforme numérique pour organiser une grande primaire citoyenne en vue des prochaines présidentielles. Et ça commence à prendre. En octobre, on était 1500. Fin décembre, on était à 5000. Et là, on est à 9005, 9009. Première grosse étape. Première grosse étape, les 10 000 d'ici ce soir. Sa plateforme permettra à chaque Français de choisir son candidat. À l'issue d'une primaire sur Internet, il n'en restera plus qu'un. David Guez se démène, rencontre des soutiens, comme l'ancien président des maires de France. Quels conseils vous pourriez nous donner pour nous aider dans cette démarche? Mais je pense qu'à partir du moment où émergera des personnalités qui seront plébiscitées par les citoyens, il y aura une formidable résonance auprès des élus locaux. Le fait d'avoir un outil, une plateforme qui permet aux citoyens de dire « on ne vous demande pas d'obéir », on vous demande d'élaborer un choix collectif qui pourra ensuite peut-être s'imposer à la nation. C'est un acte de responsabilisation, c'est un acte de libération et c'est un acte, si vous voulez, de vitalité citoyenne. Comme lui, ils sont nombreux partout en France à vouloir régénérer la politique. Ma question est la suivante. Monsieur Raffarin, la majorité des Français estiment que la classe politique dont vous faites partie ne se renouvelle pas. N'est-il pas temps de faire émerger de nouveaux talents? Alors, il est temps de faire émerger de nouveaux talents. Mais c'est un combat très difficile et vous n'êtes pas le premier à essayer ça. J'ai vu dans mon parcours politique beaucoup de gens tenter cela. J'ai vu des chefs d'entreprise, candidats à des élections, j'ai vu des présidents d'associations. Et quand je regarde tous ces parcours, quand je vois après l'Assemblée nationale, le nombre de gens de la société civile, il est extrêmement réduit. Le nombre de gens qui ont réussi à percer, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce que nos institutions, d'ailleurs notre constitution de la Ve République, fait du parti politique le lien dans la nation entre l'État et l'expression populaire. Et donc, un changement, les nouvelles technologies le permettront peut-être. Mais je vois 10 000, 15 000, il va falloir aller à 3 millions, 5 millions pour avoir une représentativité aujourd'hui. Et vous savez, la politique, c'est quelque chose de très prenant. Pour qu'un leader puisse être connu dans le pays, il faut qu'il en fasse des réunions. Il faut qu'il circule. Il faut qu'il en connaisse du monde. Alors, David Guez, est-ce que ça vous convient, cette réponse de Jean-Pierre Raffarin? Sous-entendu, la politique, c'est un métier, quoi.
Non, justement, c'est pas un métier, mais je reviendrai sur la représentativité. Vous me parlez de représentativité. Aujourd'hui, vous prenez les Républicains, le Parti Socialiste et le Front National, c'est 365 000 adhérents, c'est-à-dire 0,5% de la population française. Oui, mais beaucoup d'électeurs. Et pourtant, c'est eux qui choisissent. On laisse finir les David candidats. Guez, s'il vous plaît. Et pourtant, ce sont eux qui choisissent les candidats aux élections. Vous ne pouvez pas constamment verrouiller l'accès au monde politique. Ce n'est plus possible. Le premier parti de France aujourd'hui, c'est l'abstention. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pour faire voter des gens, il faut présenter un espoir, il faut présenter un projet, il faut avoir une cohérence, il faut avoir des idées, il faut avoir une équipe. Parce que pour la politique étrangère, pour la politique économique, pour la politique culturelle, il faut construire tout ça. Tout ça. Vous savez, l'élection présidentielle française, c'est l'élection la plus difficile au monde. Je rêverais, moi aussi, qu'on puisse avoir beaucoup de gens. Mais quand je constate les faits, ensuite, je vois que nous avons, dans notre parti politique, avec les Bruno Le Maire, les Nathalie Kosciusko, une jeune génération, François Baroin, Luc Châtel, il y a toute une série de gens qui sont jeunes, qui ont déjà eu une première expérience. Et ces jeunes-là, ils ont du mal à rentrer dans le premier cercle. Parce que le premier cercle, il faut souvent un peu d'expérience. Je crois que M. Hollande, quand il arrive à l'Élysée, avec aucune expérience, c'est le jugement qui est porté par les Français sur son première partie de mandat qui n'est pas positif. C'est en grande partie parce qu'il avait peu d'expérience de l'État avant. Donc je crois qu'il faut renouveler. Vous avez raison. J'approuve votre initiative avec une plateforme numérique parce que peut-être que le numérique peut changer les choses. David Guez. Peut-être. Nous, on parle de renouvellement, on ne parle pas de remplacement. Il faut être clair, donc on ne croit pas à un tout société civile. Et justement, avec la primaire.org, l'objectif, c'est de faire émerger un candidat crédible avec son équipe et un programme co-construit avec les citoyens. Vous ne pouvez pas continuer à ignorer la volonté des Français de participer de manière de plus en plus récurrente à la vie publique, à la vie politique. Je donne un exemple tout simple, les grands débats de société. L'état d'urgence, la déchéance de nationalité. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait faire des référendums, par exemple, sur ces questions-là? Je pense que sur certains types de sujets, en effet, le référendum est une bonne formule. Jean-Pierre Raffarin, pardonnez-moi, je vous coupe. Vous entendez la sincérité de ce que dit David Guez. Il vote plus. En voilà un abstentionniste dont on parle sans cesse sur les plateaux télé le soir des élections, en disant « Ah, c'est horrible, les Français ne votent pas ». Il est là. Il ne se sent pas représenté par la classe politique aujourd'hui. La réponse, est-ce que ça peut être « Ah bah oui, mais c'est compliqué de faire émerger une génération ». Non. Non, mais écoutez, moi je veux être franc avec vous. Je vais vous dire la vérité. Ouais. Je vais vous dire la vérité. Parce que c'est bien d'avoir 10 000 adhérents. Moi j'ai 115 000 followers sur mon... et c'est pas beaucoup qui suivent. C'est-à-dire qu'en politique aujourd'hui, des gens comme François Fillon ou comme Alain Juppé, pour leur projet, discutent avec des centaines de milliers de gens. Donc avant de partir, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est très difficile. Alors je pourrais très bien faire de la démagogie et dire allez-y, foncez. Mais je veux dire que avec 10 000 personnes aujourd'hui, vous êtes au niveau du quartier d'une ville de France. Il vous faut des milliers de gens. Comment parler à des milliers de gens? En plus, dans un système médiatique, on va parler des médias aussi, dans un système médiatique où on ne met que les étiquettes politiques en avant, où c'est très difficile. Moi, très souvent, je me suis senti mal à l'aise dans mon parti. Très souvent, quand j'étais 18 ans dans l'exécutif régional, j'ai eu beaucoup de choses. Souvent, je me sentais plus le parti de ma région que de mon parti politique. Mais toujours, les médias mettaient après mon nom mon étiquette politique. Donc le parti, il est en prison. Je pense qu'il faut... Le poids des partis en France est trop fort. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas le sous-estimer. Donc c'est une question de franchise. Exactement. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les partis se renouvellent. On croit à une évolution bienveillante, mais vous me parlez de 10 000 en disant 10 000, c'est rien du tout. Non, il y a 3 mois, on était 1 500. Nous sommes 10 000. Et oui, mais ce que vous saisissez pas, c'est que lorsqu'on va en région rencontrer les Français, dans la même salle, j'ai un altermondialiste, à côté j'ai un libéral, et ils ont le même constat. Ils passent au-delà de ça. Ils diront, on soutient cette initiative, on aura notre débat idéologique sur cette plateforme, parce que on est une association, nous ne sommes pas un parti. On a, en tant qu'organisateur, on n'a rien à gagner, nous ne sommes pas candidats. On veut un débat d'idées, on veut un programme qu'on construit, on veut une équipe crédible, mixte, société civile, politique. Parce que oui, vous avez raison, c'est compliqué de gérer un État. Mais on ne peut plus le gérer comme c'est aujourd'hui. Alors, me permets... je vous dis franchement mon avis.
cette démarche est très utile. À 1 an des présidentielles, vous ne me donnez pas le sentiment que cette démarche, c'est sur la présidentielle qu'il faut l'appliquer au début. Moi, je serais vous, je l'appliquerai ou sur des députés, ou sur des maires, ou sur ça. Là où vous appelez plus proche du terrain, parce que là, vous vous attaquez à un monstre de la Ve République qui est le président de la République, élu au suffrage universel. C'est l'élection la plus difficile au monde. C'est pour le symbole. Même le président des États-Unis, il est élu par un collège de grands électeurs. C'est l'élection la plus difficile. Donc, à 1 an de l'élection, je vous le dis comme je le pense, ça, si vous me dites que vous travaillez pour la prochaine, si vous montez un système, peut-être que vous y arriverez. Mais à 1 an, pour renouveler, pour arriver dans le débat politique, à générer un candidat qui challenge ceux des familles politiques, ne serait-ce que le président de la République. Vous savez, la fonction présidentielle, elle est déjà énorme. Quand je vois qu'à gauche, on dit on va faire des primaires contre le président, moi je pense que les institutions de la République l'empêchent. Le président de la République, dans son camp, est le plus fort. Il est le candidat naturel de la gauche. Je pense que ce qu'a dit Manuel Valls, moi je pense qu'il n'y a pas de place dans le camp du président contre le président. Pourquoi? Parce que la fonction présidentielle, en elle-même, elle est très forte. Vous mettez le costume, 100 personnes dedans, c'est presque déjà 20%. Parce que c'est la fonction, ce sont les institutions. Donc cette aspiration de société civile, il faut s'appuyer sur le territoire, sur les villes, sur les associations, sur tout ce tissu qui est vivant pour faire émerger quelqu'un. David Guez. Exactement, c'est parce que nous on se positionne sur l'élection présidentielle, parce que c'est le plus important, parce que c'est le symbole, mais pour générer une traction forte, et évidemment si nous avons plusieurs centaines de milliers de citoyens inscrits sur notre plateforme, nous faisons des législatives derrière. Très bien. Alors dans ce cas-là, participez à la primaire des Républicains. Mais les primaires... on y va. Mais participez à la primaire des socialistes, il y en a une. Mais participez à toutes les primaires qui existent. Et puis à ce moment-là... les primaires des partis politiques ne sont pas démocratiques. Pourquoi? Parce que les organisateurs ont un intérêt direct dans le résultat. Ah non, là je conteste. Attendez, laissez-moi finir. Parce que le casting des candidats est préétabli selon des règles internes et parce que le débat d'idées reste dans la famille politique. Il ne dépasse pas l'idéologie. Est-ce que je peux qu'avec la primaire.org, non seulement les organisateurs n'ont rien à gagner, en plus, le débat d'idées, il sera général, il sera au-delà des partis. Si je peux vous dire, moi j'ai rien à gagner non plus. On doit avancer, Jean-Pierre Raffarin. Je ne suis pas candidat, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour participer à la primaire des Républicains, il ne faut pas forcément être républicain. On va aller bien au-delà parce qu'on veut des millions de participants. Cette primaire va mobiliser beaucoup de gens, des gens qui ne sont pas républicains. Elle n'enferme pas du tout dans la philosophie du parti. On va aller bien au-delà et les candidats qui sortiront seront des candidats libres. Donc vous avez toutes les qualités pour participer à cette primaire. Pour participer ou pour se présenter? Pour se participer. Non, pardonnez-moi. Je suis obligée de vous couper et l'un et l'autre. On va parler du Front National. Je suis sûre que ça vous intéresse et que vous interviendrez après ce reportage qu'on va voir, parce que depuis les régionales, le FN s'est installé sur les sièges de l'opposition dans les exécutifs régionaux, là où la droite et la gauche ont uni leurs forces pour faire barrage au parti de Marine Le Pen, comme dans la région PACA. Marion Maréchal Le Pen s'oppose désormais comme seule voix dissonante. Romain Becker et David Lemarchand. Je lis que pour observer, analyser, dénoncer, vous ferez appel à une commission de déontologues choisie et payée par vous. Sont-ils au courant, Monsieur le Président, de votre redressement fiscal de 2,5 millions en 87 pour avoir notamment financé votre campagne électorale avec l'argent de votre société? On croit rêver, Monsieur le Président. Le FN lâche ses coups dès la première assemblée plénière et déterre de vieux dossiers. D'emblée attaqué, Christian Estrosi menace de régler l'affaire dans une autre enceinte. J'aurai tous les moyens aujourd'hui de vous faire envoyer devant un tribunal correctionnel. Au sein du nouveau conseil régional de PACA, les débats autour du code de déontologie sont pour le moins animés. Les 42 élus FN n'ont toujours pas digéré le retrait du PS qui a permis l'élection de Christian Estrosi. Comme tout plan de sauvetage, il fut négocié, le fruit d'un échange, d'une nomination, tellement plus honorable semble-t-il désormais pour certains que l'onction du suffrage universel. En quelque sorte, Jean Jaurès assassiné une deuxième fois pour quelques tickets restaurants. Hostilité dans les mots, mais pas nécessairement dans les votes. Ce vendredi, à l'ordre du jour, 14 points sont en débat. Règlement intérieur, indemnité des élus ou formation des différentes commissions. Le groupe FN approuve ou s'abstient lors de la moitié des votes.
À son arrivée au Conseil régional, Marion Maréchal-Le Pen déclarait d'ailleurs vouloir incarner une opposition constructive. Lorsque nous considérons qu'un vote va dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général, nous le voterons, quand bien même cela viendrait à l'initiative de la majorité. Nous regrettons que l'état d'esprit ne soit le même en face. Parce que, pour vous donner un exemple, il est coutumier dans toutes les assemblées de France de donner la présidence de la commission des finances à l'opposition. Immédiatement, à peine arrivé aux affaires, Christian Estrosi a expliqué que cela ne se ferait pas. Je pense que c'eût été la moindre des courtoisies républicaines, surtout lorsque l'opposition que nous sommes représente, je le rappelle, 45% des électeurs de PACA. Autre motif de tension, la volonté de Christian Estrosi de consulter les anciens présidents socialistes de la région pour créer un conseil territorial dans lequel tous les candidats du premier tour seront représentés. L'opposition se sent court-circuitée, la droite le reconnaît volontiers, pas de dialogue avec le FN. Il n'y a pas de cohabitation. Il y a une majorité claire et nous savons en face de nous des gens qui ont montré ce matin sur la forme une agressivité majeure et sur le fond une absence totale de rigueur. Bon, moi je ne cohabite pas avec ces gens-là. Une ambiance qui pourrait régner pendant 6 ans, la durée du mandat des conseillers régionaux. Est-ce que votre choix du candidat pour la primaire, on en parlait justement à droite, se fera en fonction du critère Front National? C'est-à-dire, est-ce que vous choisirez celui qui sera le plus à même de faire barrage à la montée du Front National? Ce sera un élément majeur de ma décision personnelle, oui. Elle est prise, votre décision personnelle? Non, je la prendrai dans le courant du mois de février, juste après les élections du parti, car je n'ai pas voulu qu'on mélange les élections internes qui ont lieu le 30 janvier avec le choix de la primaire, qui lui ne sera pas un choix de parti, qui sera justement un choix beaucoup plus large. En fait, vous avez choisi, mais vous ne pouvez pas nous le dire. Je le ferai au mois de février. Voilà, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Hein. Bah si, il faudrait, pourtant c'est dommage, sinon pourquoi venir quand même que j'ai droit à une petite part de secret quand même. Hein. Bon, juste pour me dire que vous avez fait votre choix. Voilà, voilà. Je suis d'accord. Et votre choix se fera entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy? Très probablement. Très probablement entre ces deux-là? Très probablement. Comment est-ce que vous lisez les sondages aujourd'hui qui donnent une baisse très nette de Nicolas Sarkozy? Vous le connaissez bien depuis très longtemps. Dans vos vœux, vous lui souhaitiez une année de sagesse et d'expérience. Ça veut dire quoi? Alors s'il adapte les vœux que vous lui avez souhaités, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a des vents contraires. Mais que la météo politique, elle est très instable. Et donc il faut se méfier beaucoup des situations politiques. Il faut être très prudent. Si vous regardez ce qui s'est passé dans toutes les élections, celui qui se dégage longtemps avant n'est pas forcément celui le mieux placé le moment venu. Les Français sont très exigeants, je le disais tout à l'heure, avec l'élection présidentielle. Elles veulent que les gens ont souffert, l'opinion publique veut qu'il y ait autour du projet présidentiel une équipe, ils veulent beaucoup de choses. Et puis il y a aussi ceux qui le rejettent, parce que je crois que le débat était très intéressant en disant il y a beaucoup de gens qui votent pour le rejet, d'autres qui voudraient voter pour le projet. Donc il y a tout cela qui demande souvent de la résistance, de la résilience. Il en a. Et donc, Sarkozy, ouais. Bien sûr. Tous ceux qui pensent qu'il est hors circuit parce qu'il a démontré à un moment peuvent aujourd'hui être imprudents. Donc ça veut dire que vous appelez Alain Juppé à la prudence? Ça veut dire qu'il faut tracer sa route et pas se laisser dévorer par l'immédiat. Edgar Morin avait cette belle phrase, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Ne dérivons plus. J'en appelle à Jacques Brel. Est-ce que vous pensez qu'on peut voir rejaillir le feu des volcans qu'on croyait trop vieux? En gros, est-ce qu'il peut y avoir une adhésion aujourd'hui, dont on a parlé tout à l'heure sur la campagne de 2007, où Nicolas Sarkozy incarnait un projet, quelque chose de nouveau, quelques années après, pour une autre présidentielle en 2017, 10 ans plus tard? Toute cette émission démontre que c'est la gravité qui va marquer la campagne présidentielle. Gravité internationale, gravité économique, gravité sociale. Et donc, c'est pas l'âge du capitaine qui comptera. C'est l'aptitude qu'aura le capitaine à essayer de maîtriser les paramètres de cette crise. La crise, elle est très profonde. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, à nos portes, en Tunisie, à la frontière libyenne, quand vous voyez la situation de l'Algérie, tous ces pays qui sont des pays proches de la France, qui connaissent un certain nombre de défis à surmonter, vous vous dites qu'à l'extérieur de nous-mêmes, on a des problèmes et qu'à l'intérieur, on a des problèmes. Les Français qui sont là aujourd'hui, j'ai noté dans le sondage, on n'avait pas choisi le mot colère pour tester. Non. Et donc, dans ce mot, ils auraient peut-être aperçu qu'il y avait de la colère aussi. Donc moi, je dis, attention, c'est la gravité, le paramètre déterminant de la prochaine présidentielle. Et nous passons maintenant aux questions SMS. À vos questions.
On reste sur Nicolas Sarkozy. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Nicolas Sarkozy? Très direct. Vous savez, il était secrétaire général des jeunes gaullistes quand j'étais le secrétaire général des jeunes UDF. Donc on se connaît depuis longtemps. Donc on se dit les choses clairement. C'est quelqu'un que je respecte, dont je connais la force. C'est quelqu'un avec lequel je ne suis pas en accord permanent, mais avec lequel je parle très librement. Et là, vous êtes à quelle phase, là? Les relations sont naturelles. De temps en temps musclées. On en est dans une période musclée ou pas? Non. Je n'ai pas eu beaucoup de conversations récentes avec lui depuis les fêtes. Fillon est-il le seul à avoir un programme de rupture sur le plan économique? Je pense que François Fillon a fait un gros travail et que son projet est sans doute un projet qui sera au cœur un peu du projet des Républicains. Je pense qu'il va inspirer beaucoup. Il a travaillé pour les autres, ça va lui faire plaisir. Je pense qu'il a gagné un certain nombre de soutiens. Je pense que, évidemment, l'élection sera le choix d'un projet et le choix d'un candidat. Et il est clair que sur le projet, pour le moment, François Fillon avait pris une avance qu'Alain Juppé est en train de rattraper, notamment avec son livre sur l'État fort récent. Mais vous nous avez dit qu'il n'était pas dans votre shortlist tout à l'heure, François Fillon. Que pensez-vous de François Hollande en tant que président? Et alors j'ai une autre question qui arrive, alors vous répondrez à celle-ci plus tard. Qui à droite peut prétendre vaincre le FN en 2017? Écoutez, nous verrons pour le moment. Franchement, après tout ce qu'on a vu aujourd'hui comme difficulté du pays, je pense que je ne veux pas jouer au pronostic. La politique, c'est pas un tiercé, c'est pas un pronostic. Et j'ai des petits-enfants, je suis très inquiet pour l'avenir. Et donc, je ferai les choses en sagesse et pas comme si je jouais aux courses. Vous avez l'étoffe d'un président de la République. Tiens, êtes-vous candidat à la primaire? Certainement pas. Certainement pas, parce que je connais bien. Quand on est Premier ministre, on est tout proche du premier cercle. Ça vous a jamais traversé l'esprit? Non, mais c'est une hygiène de vie personnelle. Je me suis toujours dit que je voulais me tenir à l'écart de cette ambition, qui est une ambition extrême, qui je trouve est très destructrice de soi-même, parce qu'on ne pense qu'à soi-même, on ne pense qu'à ce qu'on est pour les autres. On finit par, vous savez, à vivre avec sa propre caricature. Vous avez votre caricature qui marche devant vous, et au fond, vous essayez de rattraper votre caricature. Alors, vous la pilotez un peu, mais les gens connaissent plus votre caricature que vous-même. Il y a une forme de destruction de la personne au profit d'un personnage-là qui est créé, médiatique, et ce personnage, c'est un peu vous, mais pas complètement. Alors justement, je reprends ma question sur François Hollande. Que pensez-vous de François Hollande en tant qu'individu et en tant que président? Je trouve que sa politique est plus critiquée que sa personne. Mais je pense qu'aujourd'hui, il ne met pas sur la table la valeur, la vertu qu'on attend dans le pays, c'est de l'autorité. Et cette autorité-là, aujourd'hui, elle devrait permettre à ce qu'on fixe une priorité. Et pour moi, la priorité, c'est l'emploi. Et donc, certes, il faut continuer les travaux sur la sécurité, mais il faut faire un effort considérable. C'est ce que vous attendez pour les annonces de demain. Oui, quand je vois qu'on parle... Mon ambition sera la jeunesse. De quoi la jeunesse a-t-elle besoin? Elle a d'abord besoin d'un travail. L'emploi, c'est la priorité de toutes les priorités. Bien sûr, il ne faut pas négliger le reste. Justement, vous avez une question. C'est le grand reproche je vous coupe. Faire passer 500 000 chômeurs de demandeurs d'emploi en formation, c'est un tripatouillage de Hollande en vue de l'élection présidentielle. C'est une question ou un commentaire, en tout cas une hypothèse de ce téléspectateur ou de cette téléspectatrice. C'est du tripatouillage? Écoutez, j'espère que non. C'est probablement de la malice supplémentaire. Mais je crois que c'est surtout une erreur économique. Le problème, c'est pas de mettre de l'argent pour former les gens, c'est d'aider les entreprises à que les gens qu'elles veulent embaucher puissent être adaptés au travail. Donc l'argent, il doit aller, je crois, dans les entreprises. Bon, vous avez quand même bon espoir pour demain, ou vous n'avez, au fond, vous pensez qu'il n'y aura pas beaucoup d'annonces? Vous savez pas? Je pense que le président de la République aurait intérêt à être un peu plus créatif qu'il ne l'a été jusqu'à maintenant sur ces questions. Donc peut-être que comme il est conscient quand même et qu'il écoute... Et qu'il vous a peut-être écouté ce soir. Et que ce n'est pas quelqu'un qui manque de créativité, je pense qu'il devra pouvoir en tenir compte. Taubira, Christiane, devrait-elle quitter ce gouvernement? Je ne suis pas pour donner mon avis. Je pense que c'est une affaire d'éthique et d'éthique personnelle. Vous restez dans le gouvernement si vous adhérez à la politique du gouvernement. C'est à vous de déterminer
si vous adhérez ou si vous n'adhérez pas. C'est une question d'éthique personnelle. Ce qui manque souvent en politique, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas les valeurs qui conduisent au comportement politique. Et pour moi, je ne serai dans un gouvernement, il ne s'agit plus d'avenir maintenant, mais j'ai été dans des gouvernements auxquels j'ai adhéré. Intéressant de voir un professionnel de la politique qui ne veut surtout pas que les citoyens se mêlent de politique. Ça, c'est la réaction à votre débat tout à l'heure avec David Guez. C'est la caricature, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'au contraire, quand je fais et je propose une primaire avec des millions de participants, c'est bien que pour les citoyens s'en occupent. Et puis la politique, c'est aussi dans les villes, c'est aussi dans les régions. C'est dit. Je suis pour que la démocratie soit vivante, mais je ne veux pas mentir. C'est dit. Je n'ai plus l'âge du mensonge. Ça fait un demi-siècle que le numérique détruit des milliers d'emplois. Pourquoi insister sur le numérique ? Parce que c'est... En 20 secondes. Parce que le numérique est en train de s'imposer, que personne n'a la possibilité de l'empêcher. C'est comme ce qu'on disait sur la mondialisation. On peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on dit « Oh, les Chinois ne devraient pas faire ça » ou « Les Japonais ne devraient pas faire ça ». Est-ce qu'on peut les changer? Nous, non, on ne peut pas les changer. Donc acceptons ce qu'on ne peut pas changer. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Yves Calvi à 17h50 pour C'est dans l'air. Très belle soirée sur France 5.